propose qu'on commence? Très bien. Ouais, très bien. Bon. Alors bonsoir à tous. Je vais pouvoir partager ce soir avec vous une expérience, une vision du thème qu'on nous a demandé de traiter ce soir, donc qui est la question suivante. IoT, une révolution pour l'entreprise, point d'interrogation. On va tenter avec Didier ce soir de répondre à cette question assez clairement par différentes approches. Donc déjà, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Sébastien Monat, je suis responsable du centre de recherche et développement de Netatmo à Lyon. Alors je rebondis tout de suite sur la petite vidéo qu'on vient de voir d'Adrien, donc d'Ayrton, qui vous conseille en tant qu'étudiant d'expérimenter par vous-même. Il y a à peu près 10 ans, c'était en 2009, donc il y a 10 ans effectivement, j'étais encore étudiant, donc à votre place, et j'ai expérimenté par moi-même en créant avec un copain un drone from scratch. Donc on est parti sans aucune connaissance à fabriquer nos cartes électroniques avec du perclos dans une machine pour révéler les circuits, etc. Voilà, on a beaucoup travaillé de jour comme de nuit pour se donner dans ce projet et on a appris énormément de choses en fait par nous-mêmes. On a appris à fabriquer une carte, à souder des composants, à faire un programme dans un microcontrôleur, à faire de l'asservissement sur des moteurs, etc. Bref, on a exploré plein de domaines. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ma formation d'ingénieur de base est certes importante, mais ce projet a quand même largement participé à la réussite professionnelle que j'ai eue par la suite. Donc je ne pourrais que redire la même chose que ce qu'a dit Adrien, expérimenter par vous-même. Voilà, je vais rapidement présenter Netatmo, qui est la société dans laquelle je travaille actuellement. Donc, c'est une entreprise qui compte environ 200 salariés. Donc il y en a 196 à Boulogne-Billancourt à Paris et 4 à Lyon, bientôt 5. Donc ce bureau de R&D est né du fait que j'avais envie de déménager sur la région. Donc, on a créé ce bureau et on fabrique des objets connectés chez Netatmo, donc pour la maison principalement, enfin même que pour la maison. On a différentes catégories d'objets, donc des objets pour surveiller la maison comme des caméras de surveillance, pour gérer son énergie comme une thermostat connecté, des objets aussi pour l'environnement comme la station météo par exemple, ou d'autres types de produits qui analysent la qualité de l'air dans la maison par exemple. Voilà, je vais laisser la parole à Didier pour se présenter rapidement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci à l'université de nous recevoir ce soir. Alors, je suis donc Didier Midroy, business développeur chez Ayrton depuis 2 ans. Alors, vous vous demandez pourquoi Papillote. Donc, il y a 2 ans, je suis arrivé dans cette société que je vais nommé un peu de fou, hein, c'est-à-dire l'IoT, ça va vite. On était 15-16 quand je suis arrivé, on est bientôt 31 2 ans après. Et pourquoi Papy? Parce que j'étais le premier cinquantenaire de la société, et donc Papy avec IoT derrière, ça fait Papillote, c'est un petit peu fun. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Ayrton? On existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on fait de l'IoT. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas IoT, ça s'appelait M2M, hein, machine to machine. Et les éléments dialoguaient, entre guillemets, sans fil, via de la carte SIM, c'est-à-dire de l'abonnement téléphonique bête et méchant. Depuis, on a évolué. On maîtrise à peu près l'ensemble des technologies de communication existantes. Il y en a 2 nouvelles qui sont en train de sortir. On vous en parlera un petit peu plus tard. Celle-ci, on n'a pas encore de maîtrise dessus pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle n'existe pas en France et les opérateurs ne les avaient pas mis en place. On va donc intervenir sur des projets depuis l'électronique que l'on va designer, la mécanique, mais aussi l'application mobile qui va permettre d'exploiter l'objet en local et le paramétrer, et ensuite ce qu'on appelle la plateforme IoT qui va donc concentrer l'ensemble des données sur Internet et dans le cloud pour pouvoir les présenter sous forme de résultats à l'opérateur, au client. Dès qu'il y aura de l'intelligence artificielle ou du big data à faire, on ne va pas intervenir, on va confier ça à des experts en la matière, soit un partenaire parisien pour nous, soit le partenaire du client.
On intervient aussi bien sur des startups avec qui on a gagné déjà 4 awards au CES de Las Vegas en 2016 et 2017, que sur des entreprises, grands groupes internationaux, donc de la machine à café ou de l'outillage. Ça va dépendre un peu de leurs différents besoins. À vous, chers collègues. Alors, il me semblait important, avant de continuer, de donner une définition un peu informelle de ce qu'est l'IoT. Donc l'IoT, on le traduit par Internet of Things, mais en fait, ça ne couvre pas que les objets connectés physiques. Il faut bien comprendre que en fait, l'IoT, ça représente un écosystème complet. Donc il y a les objets connectés qui sont effectivement le cœur de ce terme-là. Mais à côté, il y a aussi, on va dire, tout ce qui est par exemple Big Data, Cloud, donc tout ce qui est la gestion des données que génèrent ces objets. Donc on peut prendre ça en compte. On peut aussi prendre en compte des nouvelles techniques de marketing en fait pour vendre ces objets, puisqu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent, il y a des nouvelles façons d'approcher ces besoins. Donc ça aussi, ça en fait partie. Il y a des nouveaux modèles de distribution qui voient le jour aussi, hein, avec ces objets connectés. Et Et évidemment, il y a plein de nouveaux marchés qui apparaissent puisqu'il y a énormément de possibilités qui s'offrent à nous. C'est un monde effervescent où depuis 5-6 ans, la nouveauté est là tous les jours au quotidien et on voit apparaître tout le temps voilà, de nouvelles choses, quoi. Donc pour nous, l'IoT, c'est l'ensemble de tout ça. Alors, un historique un petit peu de l'IoT pour savoir comprendre un peu comment ça a évolué tout ça. Donc là, on a fait une frise qui se sépare en deux parties. Donc il faut bien comprendre que à chaque fois qu'on voit apparaître des nouveaux besoins ou des nouveaux marchés, il y a pratiquement toujours une évolution technologique à mettre en rapport avec ça. Donc ce qu'on a fait là, c'est une frise en fait qui représente les principales évolutions technologiques par rapport à l'objet connecté. Donc on commence en 1996, il y a à peu près voilà, 25 ans. Bon, moi j'avais 10 ans, hein, donc j'étais encore très jeune, mais on voit apparaître les premières cartes SIM, donc les premiers téléphones, les premiers objets connectés. Hein. Et on voit que 4 ans plus tard, donc, on a les premiers compteurs de gaz et d'électricité ou d'eau qui se connectent tranquillement avec des cartes SIM, voilà. Et ça va être voilà, la base de tout ce qu'on va pouvoir connecter ensuite. En 2003, on voit apparaître le Wi-Fi domestique, donc là, Internet, la box chez les gens, etc., tout bien installé dans son salon. Quelques temps plus tard, on commence à voir apparaître des premières applications de smart home, donc être capable de déclencher une action à distance sur un objet quelconque par Internet. Donc c'est rendu possible grâce à ça notamment. En 2009, grosse révolution du smartphone. Hein, aujourd'hui, on a tous notre smartphone greffé à la main. Là, j'en vois pas qui joue avec. Ah, trop tard. Mais voilà, on a souvent un smartphone avec nous quand même. Donc c'est un objet très particulier qui est rentré dans nos vies et qui en fait a déclenché plein d'actions finalement rendues possibles. Et c'est là qu'on a vu l'émergence importante finalement depuis à peu près 2010 d'objets connectés. Hein. C'est là qu'on a commencé à comptabiliser par plusieurs millions d'objets connectés dans le monde entier. Et puis depuis 2010, voilà, donc d'ailleurs date de création de Netatmo, j'ai oublié de le mentionner, mais on tend à faire évoluer un peu voilà, tout ce qui existe, tenter de créer un peu des standards à l'image de LoRa, Sigfox qui sont donc des réseaux, on a décidé voilà, d'essayer de faire des choses un peu standards pour interconnecter les choses. On a aussi des évolutions technologiques que je présenterai un peu plus loin sur des processeurs, des choses comme ça qui nous permettent aujourd'hui d'atteindre un point, un summum là en ce moment où on est capable finalement de connecter à peu près tout ce qu'on veut. Alors on y reviendra plus tard justement, mais voilà, l'évolution en tout cas sur ces différentes années. Donc l'IoT, c'est quelques enjeux majeurs, hein, donc il y a 3 points à retenir.
C'est des enjeux technologiques, donc avec justement des constructeurs de processeurs qui vont améliorer leurs processeurs, voilà, j'expliquerai un peu plus en détail après, des capteurs qui vont aussi être améliorés, des nouveaux réseaux, Didier présentera ça tout à l'heure aussi. C'est des enjeux économiques, hein, donc si on lit un petit peu la presse, qu'on regarde un peu les prévisions de ce qui va arriver, on estime en fourchette basse à peu près 50 milliards d'objets connectés en 2020. 2020 c'est dans 2 ans. Ça va faire énormément d'objets qui vont justement être connectés. Donc on va assister à une évolution des marchés, on va assister à une révolution de certains secteurs économiques, c'est sans aucun doute. Et il y a des enjeux comportementaux aussi, à l'image du smartphone, comme j'expliquais tout à l'heure, où aujourd'hui notre smartphone fait partie de notre vie. Il y a certaines choses certainement qui demain feront partie de notre vie. Quel directeur d'entreprise voudra construire une usine prochainement sans avoir un système de maintenance connecté? Qui voudra acheter une voiture sans que cette voiture puisse prendre rendez-vous directement avec son garagiste quand il y a un problème? Ou qui voudra demain louer son appartement sans qu'il y ait une solution automatisée de gestion de l'énergie pour faire gagner de l'argent et pour faire du bien à la planète? Voilà, c'est ces questions-là en fait qui vont arriver dans les prochaines années. Donc un petit focus sur les enjeux techno. Donc là j'ai mis 3 acteurs majeurs en fait, hein, du monde des constructeurs de, on va dire, processeurs, microcontrôleurs, on va dire processeurs à basse consommation. Donc Nordic Semiconductor, ST Microelectronics et Microchip qui sont des sociétés qui fabriquent des processeurs. Donc ces sociétés-là font partie justement de l'innovation. Moi, je discute avec Nordic, avec les ingénieurs de chez Nordic pour qu'ils améliorent certains points de choses que nous on a besoin, ou eux nous publient des nouvelles versions de choses qu'ils améliorent, etc. Donc il y a un vrai échange entre des sociétés comme Netatmo par exemple et ce genre de personnes qui fabriquent des outils pour demain. Et donc, comment? Non, c'est... Nordic, de mémoire, ils sont pas beaucoup, mais il doit être 150 quand même déjà, donc c'est quand même des grosses boîtes. Microchip et ST sont des acteurs beaucoup plus importants. Voilà, et je fais un focus aussi sur l'émergence des nouveaux capteurs. Alors, oui, pardon. ST, ils font le développement logiciel. C'est-à-dire que vous sous-traitez une partie de votre développement logiciel chez ST? Non du tout. Nous, on utilise les solutions clés en main, c'est-à-dire qu'on achète les processeurs ST. Ouais, ils nous livrent tout, donc ils développent un processeur et ils délivrent avec une couche logicielle qu'on utilise sans... Donc vous êtes client pour la prochaine génération qui arrive, là. La prochaine usine. Potentiellement. Potentiellement. Donc voilà, un petit focus sur les capteurs parce qu'il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui on peut rendre les objets connectés de plus en plus petits, c'est ça aussi qui fait leur force, c'est que si on fait un objet connecté qui fait le volume de cette table, il y a un moment, c'est pas très intéressant. Donc du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est des objets petits qui consomment peu, qui soient autonomes, et ça c'est rendu possible grâce justement à l'innovation de toutes ces technologies. Aujourd'hui, un processeur Nordic par exemple, en sommeil, on peut faire tenir une dizaine d'années sur une batterie 3 volts, quoi. Donc ça c'est quand même quelque chose de très important à souligner. Nordic c'est un processeur. Ouais, quand il est en sommeil, il n'y a rien qui se passe. Ouais, donc, Non, alors les capteurs, c'est d'autres constructeurs, il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer. Bon, on retrouve évidemment ST et Microchip aussi en tête de ces constructeurs-là, mais il y a plein d'autres sociétés qui font des capteurs. Ça dépend après du domaine, tu vois, si tu veux, les capteurs optiques. Oui, il y a ST, sort beaucoup de, par exemple, tout ce qui est accéléromètre et tout, ST est quand même reconnu dans ce domaine-là. Tout ce qui est capteur physique, ouais, ST, voilà. Après, tout ce qui est capteur optique, alors ça fait... ouais, ça fait 5 ans que j'ai pas regardé, donc là j'aurais des infos obsolètes si je les donnais, mais... ouais.
Proximé, il y a Texas Instruments, les grands noms de la microélectronique qui se lancent dedans. Les constructeurs de smartphones aussi, ça se mélange de toute façon après, parce que ils veulent équiper aussi leurs smartphones. Ouais. Du coup, je te repasse la parole, Didier. Allez, hop. Alors, un petit peu d'historique. Quand on parle IoT, hein, Internet of Things, on parle de mettre de la donnée sur Internet sans contact, c'est-à-dire il n'y a pas de fil sur la machine qui va permettre de connecter la machine sur Internet. Donc plusieurs manières, et je vous en ai fait un peu la liste. Historiquement, on part de la technologie carte SIM 2G ou dite GPRS auparavant, et comment on en est arrivé à développer l'IoT. Donc les gens des télécoms, ils se sont dit, on est 7,4 milliards sur Terre, il y a 5 milliards de personnes qui ont un téléphone mobile, et sur ces 5 milliards, il y en a 50% qui ont déjà un smartphone. Vous voyez que le potentiel de développement au niveau être humain, même si là on va grossir, il est environ de 3-4 milliards, puisque les milliards restants vont être longs à gagner, puisque c'est des pays soit en développement, soit encore sous-développés. Et à cette époque-là, donc les chiffres datent de 2014, il n'y avait que 600 millions de machines connectées. Et puis il y a les génies du marketing qui se sont dit, comment on fait pour prendre plus de parts de marché, sachant que chacun d'entre nous n'aura pas 5, 6, 7 téléphones? Eh bien on va faire parler les objets. Les machines, si on regarde un petit peu ici, si tout devait discuter, parce qu'ils sont vraiment partis là-dessus, donc on va faire parler les chaises, la caméra, les piliers, le porte-manteau, etc. Et ça se chiffrait, quand je suis arrivé en 2016, la même présentation que je vous faisais, en 2016, au lieu de dire 50 millions d'objets connectés, 50 milliards d'objets connectés en 2020, on disait 220 milliards. Donc je vous laisse imaginer les milliards, les billions de dollars qu'il y avait à se faire. Bon, maintenant c'est un petit peu rétréci, mais l'idée elle est bien là. On va faire parler les objets pour trouver du business pour nous, opérateurs télécoms et fabricants de composants électroniques. Alors, attends, juste. Donc, la première manière de dialoguer entre un objet connecté et Internet, c'est on lui donne une carte SIM, on crée un abonnement, on achète un abonnement télécom, et de cette manière-là, il va pouvoir envoyer des données sur le réseau. Bien sûr, cet objet, il est équipé d'un certain nombre de capteurs dont Sébastien a parlé, et il va envoyer ces informations. Ensuite, un objet, pour la plupart, si on enlève les caméras de surveillance vidéo et d'autres objets plus particuliers, en un mot, ils sont moins bavards que nous, hein, puisqu'ils ont un téléphone embarqué, ils sont moins bavards que nous, ils parlent moins et ils n'envoient pas d'images. Donc, ils ont besoin d'envoyer beaucoup moins de données. Et il y a des gens qui se sont mis sur ce créneau, qui ont réfléchi et qui se sont dit, les licences, donc les licences à acheter dans les pays développés, de type télécom, donc 2G, 3G, 4G, sont des licences qui s'achètent en milliards. Et il y avait un trou sur la bande de fréquence 868 MHz, où là, il n'y avait pas de licence. Et ils se sont dit, sur cette fréquence-là, on va pouvoir faire dialoguer des objets quasiment gratuitement, puisqu'on n'a pas besoin d'acheter de licence. Et cette bande de fréquence nous permet de dialoguer en donnant peu d'informations. Cocorico, il faut quand même dire que ces technologies qu'on appelle donc Low Power Wide Area Network sont des technologies françaises qui ont été inventées pour l'une à Grenoble, l'autre à Toulouse, qui sont encore françaises, au moins pour une d'entre elles, qui s'appelle Sigfox. Croisons les doigts, espérons que nos amis américains ne vont pas se jeter dessus, ou les Chinois. Il va falloir entre guillemets, qu'on serre les fesses. Avantage aussi de cette fréquence plus basse, c'est qu'elle consomme moins. Donc forcément, on a moins besoin de batterie et donc la durée de vie de l'objet est plus importante. À titre indicatif, si aujourd'hui je mettais un objet connecté sur le mur là, juste pour nous donner, je ne sais pas, combien de personnes passent dans la salle ou combien de fois quelqu'un va appuyer, à votre avis, si je paye quelqu'un pour venir changer la pile, combien ça coûte? Pour voir si vous avez un ordre d'idée. En Europe. Faire venir quelqu'un sur un chantier. Voilà. Le job du gars, c'est il tourne dans Lyon et il change des piles. Il a une voiture, un vélo, on ne sait pas. 30 euros. S'il pédale vite, plus, mais 30 euros. 30 et 50.
Mais les anciens, les jeunes là, 39 €. Exactement. Bien joué. Donc pour vous dire un ordre d'idée, si vous créez un objet connecté qui coûte, admettons, 40, mais que vous n'optimisez pas sa consommation, finalement, et que vous devez changer la pile une fois par an, ben votre client, il n'achète pas un objet 40 et qu'il veut que son objet, entre guillemets, vive 5 ans, il va acheter 40 plus 5 fois 39. Alors que si vous faites un objet dont la pile tient 5 ans, il l'achète 40 une bonne fois pour toutes. Donc, un des points à noter, c'est bien la consommation de votre objet et ça sera un enjeu de demain. Notamment si en plus nos amis des voitures électriques mangent tous les métaux précieux pour faire leur batterie, qu'est-ce qu'on va mettre dans les objets connectés? Donc un opérateur français Sigfox, donc qui dit opérateur dit j'ai mes propres moyens de communication. Il faut que j'achète du terrain pour mettre mes propres antennes. Là où l'Aura se vend sous forme de licence aux opérateurs des différents pays, donc on n'a qu'une entre guillemets une antenne de plus, une boîte, hein, on va l'appeler ça une antenne, à mettre sur les antennes déjà existantes. Donc l'infrastructure existe déjà, donc le déploiement LoRa est beaucoup plus rapide que le déploiement Sigfox. Ils ont à peu près les mêmes performances, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ça a été inventé à Grenoble, mais maintenant ça a été racheté par les Américains. Ah, c'est les Américains, ouais. Ouais. Vous pouvez détailler un petit peu les sources de bruit qu'on a sur le système? Non, vous venez me voir après, je vous donne ma carte et je vous donne le nom de mon expert. Mon expert bruit, ouais. L'évolution, quand nos amis des télécoms ont vu les gens du LPWAN arriver, ils se sont dit, oulala, mais il y a des milliards qui vont nous échapper, comment on fait? Donc ils sont en train de mettre au point sur la 4G le LTE-M et sur la 5G le NB-IoT. Le LTE-M, qu'est-ce que c'est? C'est une manière, alors ça va s'appliquer plutôt à des objets mobiles qui vont permettre à moindre coût de transférer de la voix et de l'image pour un coût modéré. Bon, de ce côté-là, Sigfox et LoRa, le LPWAN, ne sont pas destinés à transférer de l'image et de la donnée, ils ne sont pas en danger. Par contre, sur le NB-IoT qui s'appuie sur la 5G, là, on est sur des appareillages fixes à faible volume, donc faible consommation. Donc NB-IoT va rentrer directement en conflit avec le LPWAN. Il faut le savoir. On verra ce que ça va donner à l'avenir. NB-IoT, c'est une norme alors? Oui, c'est un protocole. Ça veut dire qu'ils font ce qu'on fait toujours au démarrage ou à l'émergence d'un marché. Chacun fait sa soupe. Exactement. Personne n'a normalisé les codes de communication entre eux. Oui. Au Il bord n'y de a la pas de RFC. RFC. Request for, Il n'y a enfin, de standard. Il n'y a pas de standard. Quoi. Alors, il y a un standard dans le LPWAN et là, entre guillemets, les télécoms mettent leur propre standard au point pour concurrencer le LPWAN. Sigfox sont les standards Oui, sur le 868, c'est normalisé, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Qu'en particulier, c'est chaque pays qui décide, là on est sur base de licence, qui décide si ces réseaux vont exister ou pas dans un pays. Et là, c'est deux réseaux qu'Airton ne maîtrise pas pour la simple raison, c'est qu'aucun opérateur n'a mis en place ces réseaux en France. Le NB-IoT a été choisi par l'Italie, le LTE a été choisi par l'Allemagne. Chez nous, il n'y a rien pour l'instant. Donc, on verra ce qui va se passer. Et qui est-ce qui a développé ce protocole? Alors en fait, c'est un consortium des opérateurs. Hein, donc dedans, il y a Samsung, il y a Huawei, il y a Orange, il y a British Telecom, Deutsche Telekom, etc. qui se sont mis ensemble pour contrecarrer des opérateurs comme Sigfox. Donc c'est un consortium international. Exactement, comme il y en a sur l'acier, comme il y en a sur les labos, sur l'agrochimie, etc. Donc le standard européen sera conforme, sera NB-IoT. Oui, C'est ça? complètement. Le Paxo en termes de lobbying et de... Mais je comprends parce qu'Orange, par exemple, il se développe sur LoRa. Oui. Donc en fait, ils jouent le double jeu, quoi. Exactement. Aujourd'hui, vous voulez développer un réseau LoRa en France. Nous, on a essayé, hein, on n'arrive pas avec Orange. C'est long, etc. Ils vous expliquent que pas encore. Donc, on passe par Obgenius, la filiale de Bouygues. Ils sont en train de se tâter parce que derrière, il y a des coûts d'infrastructure énormes. Donc, ça se chiffre en milliards. Et en bas à droite, dans le compte de résultats, ça compte. Donc, ils attendent encore un petit peu de savoir comment ça va se passer. Ce que vous appelez, vous, infrastructure, c'est la partie centrale de collecte de la donnée.
Alors, il y a celle-ci, mais il y a aussi toutes les antennes à mettre en place. S'il faut équiper en LoRa environ 20% des antennes d'Orange, ça fait un coût. Alors, là, je vous parle de matériel, hein, je vous parle d'une boîte qui fait de cette taille-là, avec un technicien qui va monter en haut de l'antenne, la fixer, la tester, et derrière, toutes les infrastructures dont vous parlez. Alors, ils montent pas en haut. Ah bon? Parce que les antennes LoRa, elles sont installées à hauteur d'homme. Oui. Faut envoyer un mec qui a Mais il faut envoyer quelqu'un. Deux. Mais pareil pour Sigfox, hein. Enfin, nous, Non, c'est- personnellement, on déploie du Sigfox et du LoRa sur nos sites. Oui. Et pour nous, en termes d'installation, c'est le même coût. Oui. Et donc? L'infrastructure, elle est la même. C'est ça que je veux dire. Alors non, pour Sigfox aujourd'hui, Sigfox est obligé, en tant qu'opérateur, s'ils n'ont pas d'accord avec les opérateurs nationaux, ce qui est rare, ils sont obligés d'acheter du foncier d'abord, demander des autorisations, et ensuite ils mettent leur antenne, Bah. qu'elle soit à 45 mètres ou à 2 mètres de haut. Bah, en fait, pas vraiment, parce qu'ils n'achètent pas de foncier, par exemple, dans le cas où ils s'installent chez nous. Donc, Ah bah. moi, je représente la société TDF. Ils s'installent sur nos pylônes. Mais gratuitement? Il achète le droit de s'installer. Ils louent C'est l'emplacement. pareil. Mais pareil pour Orange. Et pareil pour Laura. Oui. Pareil pour Laura. Orange loue un emplacement pour installer Laura. Donc en termes de foncier, ce que je veux dire, c'est que l'installation de Sigfox ou de Laura est la même. Je vous laisse votre avis, c'est pas le mien. Enfin, moi, c'est pas mon avis. Hein, Non mais c'est intéressant. Vous avez deux raisonnements différents. Ils raisonnent en termes de coût marginal à l'investissement. Vous raisonnez en termes de location. Ben, c'est pas la même logique. C'est-à-dire que si je suis Orange et que j'ai un parc installé, ou Bouygues, j'ai un parc installé, rajouter une antenne, c'est un coût marginal ridicule. Si je suis tout neuf et nouvel entrant et que je veux créer mon parc, ben à ce moment-là, il faut que je rachète du foncier et que je monte mon antenne. Alors. Par contre, si j'ai la chance d'avoir TDF, ben j'achète chez l'EDF, avec un loyer, le droit de monter mon antenne non, ce chez que je veux TDF. dire par là, c'est que Orange, typiquement, quand il déploie Laura, il le déploie pas au niveau des antennes GSM. Il rajoute un boîtier exactement comme ce que fait Sigfox. Oui, et ben Il paye un coût en plus. oui. Donc, en termes d'investissement, le déploiement du réseau IoT pour Sigfox ou pour Laura, ou pour Orange, du coup, c'est le même coût. Je sais pas si c'est clair. Oui, aujourd'hui, Sigfox lève des centaines de millions d'euros pour pouvoir se déployer et faire tout ça. Ah oui, non mais ok. Alors que Laura n'a pas à le faire puisque c'est les opérateurs qui mettent ça, qui déploient pour eux. Ça, ok. Eh ben c'est bon. D'autres questions? S'il y a... Le fait que ce soit Laura ou Sigfox, est-ce que après c'est au choix de passer en SDEM ou MDIoT ou C'est complètement différent. c'est quoi au fait en fin de compte est-ce que c'est un choix qui se fait vraiment au départ du projet? C'est-à-dire que moi je vais envoyer donc de la vidéo certains sont payés comme par exemple en particulier comme des lames. Et donc là j'ai besoin vraiment de voir quelque chose et dans l'autre peu de données, juste si une place elle est vide ou pas vide dans un parking, on passe sur du site. C'est quoi en fait quand le lien en fait quand j'arrive pas à faire le lien? Alors en fait, LoRaWAN, essayer de passer. alors Sigfox LoRaWAN, vous envoyez quelques octets par jour. On est d'accord? Avec LTE-M, vous pouvez envoyer de la vidéo complètement, plus du son. Et NB IoT, vous pouvez envoyer, on va dire, pas de vidéo, mais beaucoup plus que quelques octets par jour. D'accord? Après, vous vous mettez à la place aujourd'hui d'un directeur de l'innovation qui doit répondre à son président en disant « Bon, on va se déployer, on va rendre connecté tel type de machine ». Le gars, il ne faut pas qu'il se trompe. Est-ce que le LP1 va encore exister dans 3 ans? Vous lisez quelques articles, il y a des gens qui misent sur la disparition du LP1. Ou le LP1 qui va grignoter que quelques parts de marché sur des applications bien précises, mais le gros de la donnée va être transféré par une de ces deux technos. C'est Sigfox et LoRa, LP1. Ça répond à votre interrogation? Après que ce soit du Sigfox ou du LoRa, les deux on peut les utiliser dans les deux. Alors, si vous avez peu de données à envoyer, oui. Mais votre choix stratégique est un peu différent. Alors après, on va rentrer dans les détails, mais admettons, si vous voulez être couvert sur le monde entier,
Aujourd'hui, il faut partir en 2G, 3G, 4G. Sinon, il n'y a rien qui vous couvre sur le monde entier. Alors quand je dis le monde entier, c'est le monde entier sur des zones couvertes pour du téléphone mobile. D'accord? Ni LoRa ni Sigfox aujourd'hui couvrent l'entièreté de la planète. Loin de là. Il y a certains pays qui interdisent quasiment ce genre de réseau. Il n'y a pas de techno en satellite, par exemple. Les mecs du pétrole n'ont pas développé des techno en satellite. Ah si, mais ils ont les moyens. Et je ne les aborde pas ici. Tu as raison. Non, non, mais c'est complètement autre chose. Par contre, très intéressant, Sigfox s'y met. Une des différences, Sigfox s'y met actuellement, mais en LoRa, on peut faire ce qu'on appelle un réseau local. On est dans une mine au fin fond de l'Amazonie. On équipe tout en LoRa sur des centaines de kilomètres carrés. On met une antenne centrale qui, elle, va récupérer les données en LoRa en local. Et là, on branche un satellite qui, lui, va connecter à Internet. Là, c'est facile en LoRa. Par contre, en Sigfox, ils sont en train de s'y mettre, mais ils ont du retard là-dessus. Ils se sont aperçus que c'était un use case qui leur manquait et ça leur empêchait de faire du business là-dessus. Ouais, allez, on accélère. Et enfin, pour la maison, on va dire, un moyen de connecter des données Internet, eh ben, c'est le smart home. Donc on a des protocoles de type Wi-Fi BLE qu'on va retrouver dans notre smartphone. Je n'ai cité que le Zigbee pour l'automatisme de la maison. Tu pourras nous en dire un peu plus sur tous les autres qui existent. Mais là, on a une ribambelle de protocoles qui sont en train de se développer. Tous les constructeurs essayent de mettre le leur, Legrand le sien, Schneider le sien, les Américains le leur. On a un protocole de Google. On va voir. La maison, le smart home, c'était un des grands sujets du CES cette année. On va voir lequel sort. Nous, de notre point de vue, et je t'invite à donner le tien, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la box intelligente, donc je ne parle pas de la box Internet, mais la box qui va gérer votre maison à votre place, donc diminuer le chauffage, baisser les stores, lancer le lave-vaisselle, etc., elle aurait tendance à se dire, moi, je ne veux pas que, je ne sais pas, mon lave-vaisselle discute avec le cloud et me redonne une information. On veut tout traiter en local via des réseaux locaux de type Zigbee ou autre. J'en ai encore un autre ou pas? Voilà. Alors, un exemple d'application sur la maintenance des turbines électriques, de l'IoT. Donc, une turbine électrique aujourd'hui, tu peux... Donc une turbine électrique aujourd'hui, comment elle est maintenue? Déjà, on la surdimensionne au niveau mécanique, hein, c'est costaud, on met plus d'acier et on multiplie par un certain nombre de coefficients pour que ce soit plus solide. Et on a des interventions planifiées. On planifie l'intervention, on arrête le barrage, donc un arrêt de production, de la perte de production, et on a des hommes grenouilles qui vont faire un tour. Le plus cher, c'est pas les hommes grenouilles, c'est bien l'arrêt de production du barrage. Demain, avec l'IoT, comment ça va se passer? Alors, ça commence à se passer comme ça d'ailleurs. On va créer un modèle de la turbine hydraulique, un modèle mathématique, qui sera ce qu'on va appeler le modèle de fonctionnement, le modèle idéal. Et puis, on va instrumenter la turbine avec un ensemble de capteurs. Alors là, je vous donne un exemple, ce n'est pas forcément les bons, hein, mais on va écouter les vibrations de la turbine, on va écouter le son généré. Alors, en général, ça fait double emploi, mais les ultrasons. On va faire une image thermographique. Et on va analyser un certain nombre d'huiles, s'il y en a. Et tous ces paramètres vont créer un nouveau modèle. Et si le modèle ne correspond pas au modèle idéal, c'est qu'il y a problème. Alors le problème peut être identifié, on peut imaginer nous servir à identifier une panne exceptionnelle qui aurait eu lieu avant l'intervention planifiée. Donc là, vous ne cassez pas votre turbine et vous gagnez de l'argent. Et puis elle peut être... Ou au contraire, elle peut vous éviter de faire une intervention planifiée, puisque en fait votre turbine, elle roule comme sur des roulettes, et donc au lieu de la maintenir tous les 4 ans, vous allez l'ouvrir une fois de moins sur l'ensemble de sa vie. Et mine de rien, arrêter une turbine hydroélectrique une fois de moins sur 25 ans d'existence, ça se chiffre en millions, voire dizaines de millions d'euros. Donc les gains, bien sûr, le fabricant de turbine, lui, il va mettre moins de matière et les dimensionnements, limitation des arrêts, comme je vous l'ai dit, et on va intervenir au meilleur moment. Donc au moment où on voit que le modèle est en train de dériver, s'il dérive très vite,
on intervient très vite. Si au contraire, il dérive doucement, on a le temps de planifier l'intervention. On est en hiver, on est en train de produire. OK, on voit que le risque va apparaître plutôt durant le mois d'août. Donc, on continue de produire pendant l'hiver et au printemps, on va planifier l'arrêt de turbine. Voilà, donc l'IoT, une révolution pour l'entreprise, hein, je vous rappelle, point d'interrogation. Donc, premier exemple qu'a présenté Didier, permettre d'améliorer la performance d'une entreprise hein, via la gestion des pannes dans son cœur de métier, on va dire. Un deuxième point, ce serait que c'est une révolution pour l'entreprise dans le sens où ça ouvre des marchés, donc ça ouvre plein d'opportunités. C'est l'exemple de Netatmo qui s'est engouffré dans ce domaine-là donc il y a à peu près 10 ans. Donc là j'ai pris l'exemple voilà, de 3 produits qu'on a construits, qu'on a fabriqués indépendamment sans vraiment y réfléchir à l'avance on va dire. Donc il y a le premier là-bas, la station météo. Le deuxième, le thermostat connecté en orange au milieu. Et le troisième, la caméra de surveillance. Donc au départ, on a fait ces 3 produits pensés pour la maison. Puis en fait, on est en train de se rendre compte de quoi que finalement, ces 3 produits, ça serait bien s'ils pouvaient dialoguer entre eux. Donc par exemple, la caméra sait quand il n'y a plus personne à la maison. La station météo sait quand une vague de froid arrive. Donc les deux peuvent envoyer des ordres au thermostat pour lui dire « Vas-y, chauffe à l'avance quand la vague de froid arrive. Arrête-toi quand il n'y a plus personne à la maison. » Donc voilà, c'était pour illustrer qu'en fait, avec l'ouverture de ces nouveaux besoins, ces nouveaux marchés, finalement, on se crée nous-mêmes des opportunités. Et c'est ça qui est en fait hyper intéressant pour une entreprise, un fabricant, on va dire, d'objets connectés dans ce contexte-là. Et le troisième point qu'on a relevé, c'est pour certaines entreprises, c'est une révolution aussi parce que ça leur permet de se repositionner sur un marché sur lequel ils sont présents depuis des années. Donc j'ai illustré avec un exemple simple un fait. C'est par exemple au moment où on a voulu concevoir des pelleteuses mécaniques. Donc il y a des gens qui fabriquaient des manches de pioche à un moment et qui fabriquaient des pioches et qui se sont dit bah tiens ma pioche elle est bien, moi j'ai pas envie de faire des pelleteuses mécaniques parce que quand j'utilise ma pioche ça défonce pas le terrain, je peux faire des trous précis, voilà. Et ils ont pas pris le pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les autres personnes qui ont fabriqué des pelleteuses mécaniques, bah du coup petit à petit la pelleteuse mécanique est rentrée dans le marché et finalement a tué le constructeur de manches de pioche qui a disparu. Donc cette erreur-là, c'est l'erreur que ne veut pas commettre une entreprise comme Legrand, par exemple, qui est un constructeur de prises électriques et d'autres choses, mais principalement constructeur de prises électriques, qui est leader en France et pratiquement leader mondial dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, en fait, Legrand, ils se disent quoi? Ils se disent, bah, j'ai ma prise électrique que je construis depuis des années, j'ai mes chaînes de production qui me fabriquent je ne sais pas combien de prises à la seconde. Mais demain, si je connecte pas mes prises, bah en fait, je risque de perdre beaucoup d'argent, voire d'être éliminé du marché. Donc, j'ai pas envie de ça. Mais par contre, je ne sais pas faire d'objets connectés. Parce que je suis un gros groupe, je sais pas faire, c'est pas mon métier. Donc, comment je fais? Donc, il y a 2 solutions. Soit Ayrton peut intervenir en tant que voilà, plus prestataire extérieur. Netatmo, ce qu'on a fait avec Legrand, c'est un partenariat où en fait on installe nos solutions directement, on travaille directement avec eux pour intégrer nos solutions dans leur prise connectée. Donc pour nous, c'était le 3e point voilà, qui représente une révolution pour l'entreprise au niveau de l'IoT. Alors attendez, excusez-moi, il y a 2 questions. Il y a un monsieur que vous ne voyez pas derrière qui lève la main. Ouais. Son intérêt. Alors son intérêt au départ, lui, c'est quoi? C'est d'avoir un produit qui puisse se positionner dans un marché nouveau qui est en train d'apparaître. Donc ça, c'est un des intérêts. C'est évidemment de gagner de l'argent avec ce positionnement. Le but, c'est de proposer une solution
Une prise connectée, ça permet d'interagir avec les objets qui pourraient être branchés sur la prise. Un exemple, si tu es installé sur ton canapé en train de regarder une série et que tu as envie de baisser la lumière d'un cran et que tu n'as pas envie de te lever, tu as ta petite télécommande ou tu as même ton ordinateur ou ton application sur ton smartphone qui va te permettre d'agir sur la lumière ou d'agir sur ton appareil à musique ou d'agir sur ton four qui est à l'autre bout de ta maison et tu n'as pas envie de te lever. Voilà. Le point de vue fonctionnel de ces prises connectées, c'est ça. Maintenant, l'intérêt de l'entreprise, si c'est ça ta question, c'est de se positionner sur un nouveau marché. Mais l'intérêt fonctionnel, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. Tout à fait. Oui. Et d'autant, il faut prendre aussi en compte le fait qu'une entreprise comme Legrand a des tentacules monstrueuses. Et du coup, tous les artisans ou toutes les personnes qui vont construire des nouveaux immeubles à partir de l'année prochaine, certainement que certains constructeurs équiperont leurs immeubles directement, comme c'est fait aujourd'hui avec des caméras de surveillance ou d'autres choses, équiperont directement les immeubles avec ces solutions-là. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que petit à petit, on intègre ces solutions au début de la chaîne. Justement, on a vu avec le BBC, basse consommation énergétique, une certaine réglementation pour obliger l'achat de certains matériaux pour construire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les bâtiments, il y a cette réflexion de la labellisation, on va dire, au moment de l'annoncement de Alors très honnêtement, j'ai absolument pas travaillé sur ce projet et je ne suis pas du tout expert du sujet des bâtiments connectés, donc je ne saurais pas répondre à ta question là. Ouais, je suis désolé, mais... Il faudrait qu'on puisse avancer un petit peu dans la conférence Oui. pour laisser le temps d'échanger à la fin de la conférence qu'on va faire. Une petite question simple. Pourquoi ils n'ont pas fait appel au CPL? Ah, je sais pas, il faut leur poser la question. Je pense que c'est parce que... Je pense que le CPL... Enfin ça c'est un avis très personnel. Hein. Encore une fois, je ne suis pas un expert sur la question. Mais de ce que j'ai pu en lire et de l'expérience que j'en ai dessus, c'est que c'est quand même pas très fiable. Et il y a plein de problématiques d'installation, il y a plein de problématiques de perturbation, ça dépend des matériaux qu'on traverse, ça dépend d'énormément de choses. Dans une maison, ça peut être faisable. Quand on commence à atteindre l'échelle d'un immeuble plus grand, là ça commence à devenir compliqué. Et on voit bien par expérience typiquement les box free qui communiquent comme ça. On voit bien qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes. Parce qu'en fait il faut des matériaux hyper costauds et de très bonne qualité pour que le signal en fait soit le plus propre possible. Et il y a trop de bruit en fait avec cette solution. Donc je pense que c'est en train de mourir un petit peu. Voilà, donc on atteint un petit peu la fin du sujet. Donc en regardant un peu les perspectives, donc qu'est-ce qui à l'avenir va se poser comme question? Donc on a identifié deux sujets avec Didier. Donc le premier c'est la gestion de la donnée. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données qui sont générées par ces objets en fait? Donc là on va avoir un problème de stockage d'informations, donc soit il va falloir qu'on décide de qu'est-ce qu'on envoie comme information pour en envoyer moins, soit si on continue comme ça on va avoir un souci. Donc bon, il y a des constructeurs comme Cisco, IBM qui commencent à se positionner un petit peu pour proposer des solutions, etc. un peu alternatives à ce qu'on fait d'habitude, mais c'est une question qui reste en suspens. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Quelle est la politique d'utilisation de ces données? Est-ce que on crée de l'intelligence artificielle avec pour analyser le comportement des gens? Où est la frontière? Est-ce qu'on observe ce que font les personnes? Voilà, c'est des questions comme ça qui sont encore ouvertes et dont on n'a pas la réponse. Et pour l'instant, c'est encore une zone de flou.
Demain, comment vont évoluer les entreprises qui fabriquent ou qui interviennent sur les objets connectés? Est-ce que ça va être des entreprises qui vont agréger des données et qui vont les utiliser pour les revendre? Parce que finalement, c'est ça qui aura de la valeur. Est-ce qu'on sera dans un monde plutôt ouvert où finalement la donnée sera publique? Mais ça semble quand même compliqué de faire ça. Donc on voit bien qu'avec ces objets connectés, on génère beaucoup de données. Et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment réfléchi à ce qu'on allait en faire. Et donc ça va être un gros challenge pour je dirais, les 2-3 prochaines années. Voilà. Didier, je te laisse la suite pour le deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, c'est la sécurité. Vous savez déjà que vous appréciez pas quand vous êtes hacké sur votre téléphone portable 45 minutes, votre téléphone portable ou votre PC, quand on voit votre compte Facebook, les objets connectés c'est pareil, et comme il y en aura plusieurs dizaines de milliards, je vous laisse imaginer s'il se passe comme ce qui est arrivé il y a quelques temps aux États-Unis, où un modèle de caméra s'est mis à discuter sur Internet et à balancer un message ou 100 messages toutes les microsecondes. Le réseau dans la région de Chicago s'est écroulé pendant quelques heures. Donc il y aura toujours des coquins qui vont essayer de faire ça, et c'est pas mal qu'ils existent, puisque en fait ça va nous permettre de nous améliorer. Donc quel est le cas Alors déjà, le symbole de la passoire, cher à Sébastien et à moi. Donc en fait, c'est une vieille passoire en métal pour dire qu'en fait, sur les objets connectés, on a commencé avec les vieilles habitudes. On fait un objet, on le met sur le réseau Internet et puis vaille que vaille. Nous, en tant que bureau d'études pour des clients, on s'aperçoit vraiment que dès qu'on parle sécurité aux clients, on augmente le prix de l'objet et là, tout de suite, il n'y a plus rien. Alors il faut voir qui sont ces clients. Si on parle à des clients type EDF, Airbus ou SNCF, ils vont mettre le prix. Et encore, dans quelques cas, ils hésitent. Mais maintenant, si on parle dans le business du consumer, de la machine à café et autres, quand on leur dit « Ah, il va falloir rajouter $1 ou $2 par machine pour la sécurité multiplié par 3 millions de machines vendues », imaginez un lave-linge, et bien tout de suite, on est en train de dire que ça va coûter $6 millions rien qu'en plus pour produire les lave-linges. Donc les clients existent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les solutions existent et plus on ira vers la sécurité, plus elles seront, on va dire, bon marché. Alors, quelles sont-elles La solution que l'on devrait tous implémenter, c'est de mettre un chip appelé Secure Element, donc c'est du hardware. J'ai mis le petit symbole, qui est un chip qui va contenir une clé unique, et donc chaque objet connecté dans le monde aura sa clé unique qui sera connue par la plateforme IoT avec laquelle il doit discuter. Et ensuite, une fois que la plateforme IoT aura identifié cet objet connecté grâce à la clé unique, ils dialogueront selon des protocoles cryptographiés, on va dire, donc chiffrage symétrique ou asymétrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous allez me coincer très vite, donc je n'irai pas plus loin. Mais les solutions sont là. C'est des histoires de coût et de temps, c'est-à-dire plus les producteurs de chips mettront en ligne des produits et plus le coût va baisser. C'est mathématique, c'est, on va dire, l'histoire du capitalisme. C'est toi qui commences ? Oui. C'est la conclusion, donc. Donc une conclusion qui reprend un petit peu voilà, ce qu'on a dit en synthétisé. Donc, moi, je voulais donner ma vision à l'instant T. En 2018, on en est où en fait? Donc c'est comme je l'ai dit tout au long de cette présentation, l'IoT c'est un domaine en pleine effervescence. Moi, tous les jours, je discute avec Nordic, je discute avec Apple, je discute avec avec des gens comme ça. Il y a un échange en fait pour améliorer tout ce qui existe, voilà, on est dans la nouveauté, quoi. Enfin, on est dans l'innovation. On va pareil au CES, dans des salons électroniques où il y a des Samsung, voilà. Donc c'est hyper intéressant. Il y a de belles opportunités, des nouveaux marchés qui arrivent et tout ça. Mais il y a quand même quelques questions qui restent en suspens, qu'on a déjà un peu posées là, mais que Didier peut peut-être présenter et qui seront en fait tous les enjeux pour la suite, quoi. Mais alors,
pas mal d'entre vous vont être amenés à créer ou à connecter des machines ou des objets à l'avenir dans leur profession. J'ai mis des questions basiques. Si vous ne vous les posez pas, en fait, vous prenez un risque sur votre projet. Alors, on vient de le voir. Quel degré de sécurité sur votre application? Bon, si vous faites, disons, un chien en peluche connecté, s'il est hacké, c'est peut-être pas très grave. Donc, on va voir. Ensuite, quelles données? Alors, avant, il y avait écrit pourquoi, je l'ai enlevé. Mais monsieur qui avait posé une question à lunettes, c'est important. Si vous faites un objet connecté et que vous ne savez pas pourquoi faire, vous vous êtes posé la question, mais à quoi ça sert la prise connectée? Si vous n'avez pas cette réponse-là, il faut peut-être attendre un peu et trouver la réponse avant de se lancer dans l'objet connecté. Par exemple, tout à l'heure, le manche de pioche, on pourrait dire, tiens, on va faire le manche de pioche connecté. À quoi ça sert? Eh bien, typiquement, demain, un manche de pioche peut enregistrer combien de fois l'ouvrier a tapé. Et mine de rien, avec les normes au niveau de la sécurité au travail, on va pouvoir dire cette personne-là a tapé 450 000 fois dans sa vie avec un manche de pioche, donc il n'a plus le droit de le faire. C'est des normes qui sont en train de sortir à ce niveau-là, il faut le savoir. Quelles données? C'est très important, ça va dimensionner le réseau que vous allez utiliser et bien sûr les espaces de stockage dont vous allez avoir besoin. Si vous envoyez 10 octets et que vous avez 100 objets connectés dans la nature par jour, c'est pas très grave. Si vous avez 100 millions d'objets qui discutent avec 10 octets par jour, l'espace de stockage va vite grossir. Et après, qu'est-ce qu'on va faire des données? Bonne question. Ensuite, où sont situées vos machines? Je vous en ai parlé. En fonction si elles sont à Lyon, en campagne, en France, en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, tous les réseaux n'existent pas forcément. Donc il va falloir que vous choisissiez le bon réseau pour le bon pays. Quelquefois, vous allez choisir 2 réseaux pour vous couvrir des risques de non-communication. Le volume de données à transmettre, je viens de vous en parler, mais plus il sera petit, moins vous payerez cher en abonnement de télécommunication. Donc si vous savez faire un tri en local sur votre objet, c'est intéressant. Mais comme vous allez faire un tri sur votre objet, votre processeur va plus vite, va calculer plus longtemps, donc vous allez bouffer de l'énergie. Donc il faut augmenter la taille de votre pile. Donc il faut être capable de dimensionner ça aussi. Pareil, autonomie. Est-ce que vous êtes prêt à payer quelqu'un qui va venir changer la pile toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les 5 ans? Et puis enfin, un coût objectif. Sans coût objectif, je parlais des machines à café ou des lave-linges. Si on rajoute 6 millions de dollars au développement du nouveau lave-linge parce qu'on veut mettre de la sécurité, eh bien, il faut le mettre dans votre projet. Donc, toutes des questions à vous poser, que je vous invite, j'espère que vous aurez à vous les poser, ça veut dire que vous serez dans le domaine. Sinon, tous les autres domaines sont intéressants. Et puis, on vous remercie. Voilà, merci beaucoup.